Bonjour messieurs, dames, et bonne année. Si vous vous intéressez à la généalogie, on peut se souhaiter que de trouver de nouveaux ancêtres et aussi des éléments intéressants sur ces ancêtres. Il n'y a pas que les dates, on verra ça. Et d'habitude, quand je fais une conférence, je préfère que les micros soient coupés, mais là, je préfère que les micros soient ouverts. Autrement, tu nous dis... Non, parce que je considère que plutôt, c'est pas, je veux pas faire un cours magistral, mais je souhaite plutôt une sorte d'atelier, c'est-à-dire qu'on intervienne sur des questions, parce que chacun a ses problèmes, et donc on puisse, voilà, progresser ensemble au fil de ces 8 séances. On va progresser. Hein, l'idée de ces 8 séances, c'est qu'on va partir de rien, du début, du départ, et puis tout doucement, on va remonter dans le temps. Et puis après, on verra que ça suffit pas de remonter, qu'il y a des fois des blocages. On va voir comment contourner ces blocages quand on peut. On va voir aussi que la généalogie, c'est pas forcément que des dates. Qu'il va falloir s'intéresser peut-être à autre chose au niveau de nos ancêtres. Et voilà, ça va être l'objet donc de ces 8 séances. Atelier 1. Comment démarrer sa généalogie? Moi, je vais me présenter, et puis ensuite vous vous présenterez chacun à votre tour. Donc moi, je m'appelle Jean-Jacques Roussel, hein, et je suis pas de la région du 05, hein, je suis pas de cette région-là, je suis de Touraine. Je suis de Touraine, je suis à Saint-Cyr-sur-Loire, à côté de Tours. Et j'étais donc maître de conférence en informatique, et je suis retraité de l'université de Tours depuis 2010, et je me passionne pour différentes choses, en particulier pour la généalogie depuis 2007. Et j'ai donc 2 sites web. Vous voyez mon curseur? Oui. Oui, oui. J'ai 2 sites web. J'en ai un qui s'appelle roussel.fr. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, il y a celui qui est lié à la généalogie, qui est roussel-roussel.fr, puisque dans ma généalogie, j'ai 50% de Roussel E2LE. On aura l'occasion d'en reparler. Et 50% de Roussel EL. Donc, mon adresse de généalogie, mon adresse email de généalogie, c'est celle-ci. Vous pouvez me contacter par email sur cette adresse-là, jjacques@roussel. Donc, on va commencer par que chacun se présente à tour de rôle pour dire, ben voilà, le nom, le prénom, le domicile, où est-ce que vous habitez, si vous êtes débutant ou non, si vous n'êtes pas débutant, est-ce que vous avez déjà trouvé beaucoup d'ancêtres, à quelle date les plus anciens, la zone géographique de recherche, et puis au niveau du logiciel, si vous en avez un, si oui, lequel. Voilà, donc moi je peux vous dire que donc Roussel Jean-Jacques, que j'habite Saint-Cyr-sur-Loire, je suis plus débutant, mais mes zones géographiques de recherche, c'est la Haute-Saône, euh, près de Champlit en Haute-Saône, c'est la Touraine, le sud Touraine pour ma femme, et c'est le Vendômois pour moi. Ensuite, le logiciel, eh bien oui, j'utilise un logiciel qui est un logiciel libre qui s'appelle Webtrees, et on aura l'occasion d'en parler. Comment débuter? On va voir donc ce que c'est que la mémoire familiale orale et la mémoire familiale écrite. On verra grosso modo quelle est la méthode pour pouvoir travailler une généalogie. Et puis, on terminera par un petit exercice. En fait, sur les 8 séances, chaque séance, on aura un petit exercice pour la semaine suivante, ce qui souvent lève un lièvre ou pose un petit problème, et puis ça permet de discuter et de pouvoir en discuter entre nous. Donc un petit exercice à la fin, puis une petite bibliographie qui n'est pas tout à fait à jour malheureusement. Alors on attaque par la mémoire familiale et la mémoire familiale orale. Et la mémoire familiale orale, c'est quelque chose qui est urgent. Parce que eh bien, nos anciens, surtout qu'on est quand même un certain nombre dans les auditeurs là, à avoir un certain âge, et donc des anciens, on en a de moins en moins auprès de nous qui peuvent nous renseigner sur un certain nombre d'éléments, qui peuvent nous manquer, éléments pour pouvoir démarrer, et puis d'autres éléments qui se perdent en fait avec nous d'ailleurs. C'est pour ça que c'est aussi utile que nous-mêmes on écrive et on mette dans le marbre, si je puis dire, ce qu'on sait,
pour nos enfants, nos petits-enfants et autres, parce que sinon c'est perdu. La mémoire donc passe par l'interrogation des anciens. L'interrogation des anciens à faire, je dirais, comment plutôt prendre rendez-vous. Nos anciens, nous déjà, on est un peu pareil, hein, on n'aime pas être pris trop au dépourvu, donc vaut mieux prendre un rendez-vous et de savoir pour pouvoir discuter tranquillement de différentes choses. Ça passe, cette mémoire familiale va passer par l'identification et la datation des photos. C'est très utile. Je trouve dommage de voir dans les brocantes des albums photos de famille, des superbes albums. Ben oui, c'est dans la brocante. Pourquoi? Ben parce que les gens qui ont hérité de ça, eh bien, les photos qu'il y a là-dedans, ils ne savent ni quand ça date, ni qui c'est, ni quoi que ce soit. L'identification des photos, ça va passer par exemple, vous voyez ce que j'ai pu faire ici, donc c'est de mettre des noms, des dates. Ici, par exemple, on est en 1913, c'est la famille de ma femme, c'est la famille Dubois. Et donc j'ai mis sur la photo, j'ai utilisé pour ce faire PowerPoint en fait, qui permet de mettre les textes dans les orientations que l'on veut. Et là par exemple, ici c'est ma belle-mère, hein, dans les bras de sa mère. Ouais, oui, le bébé là, c'est ma belle-mère. Simone Dubois, c'était la mère de ma femme, qui est maintenant bien sûr décédée. Et on a eu pendant longtemps des discussions dans la famille sur cet enfant-là. Tout le monde n'était pas d'accord pour dire qui c'était, puis on a trouvé quand même que c'était donc un Albert Dubois. Donc Simone Dubois, ma belle-mère, avec sa mère, son père, il y a le grand-père ici, et puis voilà, la grand-père Dubois, Brun plutôt, et Marie-Louise Méraud ici. Donc ça se passe dans le sud de Touraine. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Ce que je fais aussi sur des photos de mariage. Sur cette photo de mariage, on est en 1927 ici, on est à La Guerge dans le sud de Touraine. On connaît les mariés, on n'a pas toutes les données, hein. Tous ces gens qui sont là ici, on ne connaît pas, tous ces gens-là qu'on ne connaît pas. Les jeunes, au fond, là non plus, j'ai pas de référence sur ces... Là, par contre, ça, c'est ma belle-mère. Elle n'avait pas encore son mari à l'époque, en 1927. Et ça, c'est la sœur de ma belle-mère qui est décédée maintenant à 101 ans. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Ici, on peut utiliser le dos des photos. Ici, par exemple, ça, c'est une photo de mon grand-père. Les photos étaient prises à l'époque, des fois en petite robe, comme c'est le cas ici. Quand je vois le dos de la photo ici, on trouve sur les photos de cette époque-là, vous voyez, médaille d'or, ici, Blois, 1883. Ça veut dire que la photo date obligatoirement après 1883. Donc on a déjà une fourchette, on sait que ça sera peut-être 1884, 90, mais ça ne peut pas être avant. Donc ça apporte un renseignement. Il y a des livres qui existent qui permet aussi de dater un peu les photos en fonction de la couleur des dos, de la forme des photos, si elles sont dentelées ou pas. C'est toutes des périodes comme ça, et bon, il y a des gens qui permettent de retrouver un peu ces données. Ici donc c'est mon grand-père, Daniel Roussel, et je date à 1894 puisqu'il est né en février 1893. Et je me dis qu'il a 1 an et demi, peut-être 2 ans, voilà, pas beaucoup plus, et voilà, ce qu'on peut faire. Attention, datation des photos, on est dans la mémoire orale. C'est mon oncle que j'avais interviewé quand j'ai scanné ces photos. J'ai scanné ces photos-là en 2007, à Digne-les-Bains, où habite mon oncle, qui est maintenant décédé. Et en 2007, il a pu me renseigner sur le contenu de ces photos. Et c'est pas infaillible, parce qu'il me disait, par exemple, que ça aurait été le père de mon arrière-grand-père. Et là, j'ai des doutes. Et je ne l'ai pas noté comme tel, parce que
je trouve qu'il a plus une photo d'un Américain ou d'un président américain ou un truc comme ça, plutôt que donc le père de Célestin Roussel, mon arrière-arrière-grand-père. Donc je ne l'ai pas pris comme tel. On est dans la mémoire orale, ça peut pas être complètement fiable, d'accord? Excuse-moi Jean-Jacques. Oui. À partir de quand, à quelle date on peut trouver des photos? Parce que moi je veux bien que ça soit l'arrière-grand-père de ton grand-père, mais déjà à l'époque il y avait des photos. Écoute, je ne sais pas si tu le vois, ce que je présente là. 19e, fin 19e. Ça, c'est ce que je viens de finir de réaliser pour Noël. Oui. C'est un album donc de famille, justement, c'est les fameuses photos qui sont là, que j'ai scannées en 2007. Et j'ai reconstitué en numérique l'album. J'ai mis une petite chronologie au départ et j'ai reconstitué l'album de photos de famille, et il y a des photos là-dedans. Les premières datent ici de 1869, 1872. 1800, il est en bébé ici. C'est donc une photo qui date de 1868. J'ai cette chance d'avoir pu scanner ces photos. Et je pense que ça valait la peine de transmettre ça. Alors la différence avec l'album, c'est que moi j'ai pu mettre une légende, une date. J'ai essayé de dater toutes les photos, alors c'est marqué des fois environ. Quand il y a des enfants, c'est plus facile. Dès que c'est des adultes entre 40, 50, 60 ans, c'est plus difficile. Il y a des photos d'une famille Klein dedans. Quel était le rapport avec ma grand-mère ou mes arrière-grands-parents, j'en sais rien. Moi je suis dessus sur une photo en 1950 où j'ai un an. Voilà. Voilà le genre de travail. L'intérêt de ça, c'est que maintenant, j'ai une cousine qui en a acheté 5 exemplaires qu'elle a offert à ses enfants, une cousine germaine. C'est un album, voilà, maintenant il existe, et les enfants ça les intéresse plus ou moins, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Moi mes photos ici, 1868. La première. Donc, oui, mais en dehors de ta famille, nous on peut essayer de retrouver jusqu'à quelle date? Alors j'ai des photos de ma belle-mère 1920, 1930, facile quand même, on trouve un peu ça, hein, les grands-parents. Non, plutôt que 1860. Moi ça correspond, 1868 c'est mon arrière-arrière-grand-père, en photo avec sa femme. Mais la plupart des gens, c'est souvent l'arrière-grand-père 1900. Aux alentours de 1900, il y a de très très belles photos de 1900. Donc, pensez, quand vous faites comme ça, un petit peu commencer vos recherches, systématiquement de noter, surtout en oral comme ça, éventuellement d'enregistrer ce que racontent nos anciens encore vivants, et de noter la source, de noter qui a dit quoi. Toujours intéressant de savoir d'où vient l'information, parce que 2-3 ans après, on ne se souvient plus. Et donc c'est intéressant de pouvoir savoir d'où ça vient. Demander des détails. Attention, il y a des différends familiaux classiques, hein, des rivalités, des vieilles querelles qui, des fois on est fâché avec des cousins mais on ne sait plus pourquoi. Ça s'est su à une époque, mais maintenant on ne sait plus pourquoi. Mais ces cousins-là, on ne les voit pas, puis on ne les verra jamais. Il y a une part de non-dit. Dans l'oral, il y a des choses qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas. Moi, je sais que mon beau-père, qui s'appelait Chaumin, mon beau-frère qui a commencé la généalogie, s'intéressait pas tellement au Chaumin, parce que mon beau-père, il semblerait que ça soit pas un Chaumin. C'était normalement, il y a des grandes chances, ça se sait maintenant, que c'était le fils du Maquignon, du coin. Et donc, mon beau-frère, ça l'embêtait de faire la généalogie des Chaumins, alors que c'était peut-être pas un Chaumin. Je trouve ça un peu ridicule, parce qu'on fait quand même une généalogie administrative. Hein. Actuellement, on peut faire un peu de généalogie génétique, mais c'est à la mode, hein, d'ailleurs. Mais dès qu'on remonte, on se base sur des actes, on se base sur des écrits. Voilà, on reste dans de l'administratif. Donc tant qu'on est dans l'oral, il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits, et on est dans l'oral, donc on est dans le pas infaillible, parce qu'il y a des choses qui se racontent dans les familles et qui sont pas toujours vraies. Hein.
On pense par exemple, moi j'ai eu le cas aussi, on pense qu'il n'y a qu'un seul enfant, et puis quand on commence à regarder les actes, on s'aperçoit qu'il y en avait déjà eu deux ou trois avant. Là, je viens de m'apercevoir, par exemple, que le fameux qui est en photo ici, là, le François Célestin, la première photo qui est là, cette photo-là, là, je croyais qu'Auguste, c'était le premier enfant. Alors j'avais déjà remarqué que l'Auguste en question, il était né 4 mois après le mariage. Je m'étais dit, tiens, ils ont dû fauter au bal du samedi soir. Ben, il faut dire que le grand-père, son père, là, était carabinier à Vendôme. Donc il avait le beau costume avec les passementeries et tout ça, ça devait être assez joli. Et, et puis depuis, je me suis aperçu autre chose, là, c'est récemment. Je suis en train d'essayer de vous faire des commentaires sur cet album photo. Je me suis aperçu qu'il avait déjà eu deux enfants, un enfant 2 ans avant. Tiens, reconnu, Roussel, tiens. Comment ça se fait? Alors, avant de jeter l'opprobre sur mon arrière-arrière-grand-père, je me dis que comme carabinier, est-ce qu'il fallait pas à l'époque qu'il ait le consentement de ses supérieurs? Pour se marier, oui. C'est pas impossible. Je vais me renseigner de ça. Il y a un site de généalogie militaire sur Facebook auquel je pose quelquefois des questions. Je vais leur poser la question, mais je pense... Alors, peut-être qu'il n'avait pas l'autorisation. On était en 67, 66, 67. C'était juste avant la guerre de 70. Est-ce que les carabiniers, est-ce qu'il y avait des soucis militaires? Je ne sais pas. Bref, voilà, je viens de découvrir ça cette semaine. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout nouveau. Pour dire que... et cette date-là, je les avais depuis longtemps. Il n'y a pas aussi non plus que les dates. On a environ 500 ancêtres, en général, au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, avec 9 générations, on fait 500 ancêtres. Tout ça pour vous dire tout de suite, bien qu'on en parlera plus tard, un peu plus tard, d'ici quelques semaines, sur le choix d'un logiciel, ne vous lancez pas dans les logiciels de démonstration gratuits où vous avez droit à même pas une centaine d'individus, parce que on ne fait pas rien. C'est vite débordant, et une fois qu'on a mis le doigt dans un type de logiciel, on a tendance à vouloir le continuer, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a fait. Donc attention à ça, c'est surtout pour ça que je vous signale ça. Et on aura 130 000 ancêtres en 1500. On verra que c'est pas tout à fait vrai. Ça marche pas comme ça. On est tous cousins. Voilà, j'ai évoqué donc la mémoire familiale orale. Regardons maintenant ce qu'on peut trouver dans la mémoire familiale écrite. Alors, dans la mémoire familiale écrite, on va trouver, et ça c'est précieux, c'est les livrets de famille. Mais les livrets de famille, on ne les trouve qu'à partir de 1877. Avant, ça n'existait pas. Si vous avez la chance d'avoir récupéré de vos parents ou de vos grands-parents les livrets de famille, ça c'est intéressant. Moi, j'ai par exemple ici le livret de famille 24 janvier 1917. Donc ça, c'est le livret de famille, voilà, de Roussel Daniel, c'est-à-dire mon grand-père. Alors qu'a été scotché, c'est une catastrophe parce que le scotch, il est tout. C'est une horreur. Voilà. Voilà le genre de truc. 1917. Là, j'ai le livret de famille des arrière-grands-parents. Et ce livret de famille est de Nancy. Il date de 1890, ce livret de famille. Donc, le livret de famille qui est arrivé jusqu'à moi de mon arrière-grand-père, Roussel Auguste. Donc, ça, c'est précieux parce qu'il y a des informations là-dedans qui sont ce qu'on appelle filiées. C'est-à-dire qu'on parle de la personne qui est concernée par le document, mais on parle bien sûr de ses parents. Voilà ce que donne un livret de famille comme ici. Je sais pas, vous voyez, c'est entre un livret de famille entre Armel Roch Septime Tessier. D'ailleurs, j'adore les prénoms.
Roch Ouais. Septime. Roch, ça se Ouais. comprend, Saint-Roch, Septime, c'est le hein, septième. c'est assez connu quand même, Saint-Roch. Mais Ouais. Septime, c'est assez Mm. surprenant comme prénom. Ouais. Armel Roch Septime Tessier. Alors si on lit ça, on voit que c'est du 15 août 1893 à Vendôme. Je vous ai dit que la famille de ma mère et de ma grand-mère, c'était Vendôme. Mon père, donc, Vendôme. Et puis, on voit un truc, un gribouillis là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je grossis un petit peu. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire ce qu'il y a décrit là. Non, non. Ah, 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 Divorcé, divorcé. Divorcé? ah. Non. Jean-Marie, tu le sais, tricheur. Non, mais Jean-Jacques, je ne m'en souvenais pas, mais je viens de le lire. Ah, Je te d'accord. jure que je ne m'en souvenais pas. Effectivement, c'est marqué divorcé. Et j'insiste là-dessus pour vous dire que c'est pas parce que c'est très vieux que c'est illisible. Il y a des choses, des très vieux textes qui seront faciles à lire parce que bien écrits. Par contre, quand c'est mal écrit, ça peut, même au XXe siècle, des textes mal écrits, c'est mal écrit, c'est illisible. Donc là, effectivement, il y a écrit divorcé de Sylviane Blanche Debray. Et en fait, il est marié, il se remarie donc là avec Marguerite Germaine Odette Pouget le 30 octobre 1907 à Paris. Et qu'elle était caissière, elle est domiciliée, elle est fille de et de. Donc voilà, là, on a la filiation, donc on a les parents des deux mariés. Ce qui est assez intéressant, et dans un livret de famille, en général, derrière, vous avez aussi les enfants. Donc c'est assez précieux quand on peut récupérer les livrets de famille comme ça, c'est assez riche d'enseignements. Et vous pouvez avoir une carte d'identité, mais les cartes d'identité elles sont très récentes puisqu'elles ont commencé les cartes d'identité euh, en, en 1921, d'accord? Ici, par exemple, c'est la carte d'identité de ma grand-mère qui est donc une carte d'identité qui date je me souviens plus, il y a la date quelque part. Pourquoi je ne la trouve pas, la date? C'est 1940, je crois, de mémoire. Et 14 octobre 1940, là, sur 1940, le 14 cercle octobre. oui, rouge. c'est la 14 octobre 1940. Voilà. Et je fais remarquer sur cette carte d'identité donc de 1940, c'est intéressant historiquement, puisque donc au niveau du signalement, on trouve des choses qui étaient quand même caractéristiques de l'époque, du genre nez, dos rectangulaire et base ordinaire, de dimension moyenne, avec une forme de visage ovale et un teint peu coloré. Et on voit On qu'elle voit avait, bien ce qui a pu en être utilisé, comment ça a été utilisé après, et on, Mm. justement dans les années on voit qu'elle 40. n'avait pas de moustache. Elle n'avait pas de moustache. D'accord. Mais voilà, donc une carte d'identité, on a juste la description. Des fois, c'est intéressant de savoir justement quand même qu'elle n'était pas très grande, 1,61 m, qu'elle avait les yeux gris-bleus et des signes particuliers néons. Voilà, c'est... Fils, Il y a les fille, parents. fille de Georges et de Gilbert Estelle. Voilà, donc c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est par exemple un permis de conduire. Je n'ai pas d'exemple de permis de conduire. Ça a commencé en 1922. Mais ça peut permettre d'obtenir, par exemple, des fois des domiciles. Ce qui est des fois intéressant de savoir qu'ils ont été des changements de région, des choses comme ça. Le livret militaire, bien sûr, 1843. Le livret militaire, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà un exemple de livret militaire très ancien ici, puisque ce livret militaire où on trouve l'état civil avec la filiation, bien sûr, et la description, le signalement de la personne. Ça, c'est assez intéressant à voir. Ici, j'ai le livret militaire donc de mon arrière-grand-père arrière-grand-père Auguste, qui est né le 8 février 1893 à Vendôme, au canton un fils de Auguste François et Esther Couty. Ça, c'est Daniel, c'est mon grand-père, pardon. Etc., etc., marié le 24 janvier. Donc, il y a pas mal de renseignements. Renseignements intéressants sur donc c'est l'état civil ici et le signalement, on trouve tout le temps. Et puis,
on va trouver, et dans celui-là, c'est pas forcément le cas, les domiciles, puisque les, les militaires étaient après réservistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être rappelés en cas de guerre, et donc ils étaient obligés pendant un certain nombre d'années de déclarer leur changement de domicile. Et donc ça peut être intéressant pour faire un suivi des gens. J'ai beaucoup utilisé ça pour les fameuses photos là, dont j'ai fait l'album, pour avoir les lieux et rapidement savoir un petit peu les différents domiciles qu'ils ont pu avoir en France, puisqu'ils commençaient déjà à tourner pas mal. Vous allez trouver aussi un autre type de document qui sont les actes de catholicité. C'est un Qu'est-ce que livret de c'est que ça? famille de Paris. Les livrets catholiques, comme celui-ci, actes de catholicité. Protestants avaient la même chose, où on trouve, par exemple, là, c'est mon père et ma mère. Euh, voilà, c'était un peu l'équivalent du livret de famille, mais catholique. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a bien sûr l'état civil, mais nos ancêtres allaient beaucoup, bien sûr, se marier, et puis baptême et tout ça. Et donc, on retrouve les mêmes documents aussi donc, au diocèse, à l'église. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà l'exemple d'un livret catholique où on voit ma sœur ici, et puis moi-même, Jean-Jacques André Armand, ça c'est moi, né le 4 mars 1949 à Vendôme. Et on a les parrains marraines, hein, Jean Roussel et Simone Roussel, ici comme marraines. Donc, acte de catholicité, on a la même chose bien sûr chez les protestants. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Autre élément intéressant aussi qu'on peut avoir dans les maisons, ce sont les actes notariés. Là, j'ai un acte notarié, par exemple, établissement d'origine de propriété de la succession Tessier-Hubert. Ça, Tessier-Hubert, c'était les parents de ma grand-mère. Euh, et donc, on a le document ici qui reprend tous les, les biens évalués et comment ça va se partager au moment du décès. Ici, j'ai un contrat de mariage. Alors évidemment, l'intérêt, c'est que dans les contrats de mariage, bien sûr, on dit il y a toute la filiation hein, qui est racontée. Hein, et- contrat de mariage. J'ai un autre contrat de mariage ici, c'est Monsieur Roussel et Mademoiselle Hubert. Donc ça serait bien, oui, c'est mon père et ma mère. Contrat de mariage de mon père et ma mère. Beaucoup de contrats de mariage, nos anciens, nous, notre génération, on en faisait beaucoup moins. Que quand il y avait des biens, mais on pouvait donc à l'époque beaucoup trouver ce genre de choses. Il y a des choses à glaner là-dedans, surtout pour démarrer. Acte notarié sur les maisons où ici donc c'est la succession TC et donc là-dedans on vous raconte que voilà était faite par Monsieur Jacques-Paul Désiré Desrouins, pardon, propriétaire, ancien marchand de bois demeurant à la Tuilerie, et la photo de la maison. Pardon? Non, Oui. je parlais de l'écriture qui se ressemble beaucoup d'un acte à l'autre, Ouais, il y a des avec les modes hein, pleins pour et les l'écriture. déliés. Ouais, ça Là, c'est. c'était, je sais pas si c'était écrit manuel ou écrit ou tapé à la machine. Marie a été demain au terme d'un acte reçu en présence de témoins, Marion, notaire de Vendôme, 22 juillet 1914, enregistré, transcrit au Ça, bureau c'est des pas manuel, hypothèques. Jean-Jacques. Voyez? Non, C'est pas Et là, manuel, les vous avez, caractères sont vraiment Trop trop, régulier, trop régulier. oui. régulier. trop Ouais, réguliers, ouais. oui. Et là, donc, vous avez toute une description, bien sûr, de la famille de l'époux et de la famille de l'épouse. Voilà pour un contrat de mariage. Voilà un exemple de contrat de mariage. Par devant, maître, voilà, Deschamps, monsieur Théodore Guillaume Mercier, marchand quincaillier, etc., etc. Ça, quand on peut récupérer ce genre de documents, c'est intéressant. On peut les retrouver, puisque généralement, il y a un double qui est passé aux archives, sauf que c'est pas forcément facile à trouver aux archives. Euh, Parce que, comment dirais-je, faut lire tout ce qu'il y a, faut retrouver celui qui vous intéresse
Il n'y a pas de registre qui vous disent que c'est page de 200 ou machin, que voilà, tout est en vrac. C'est pas facile à travailler sur les actes notariés, mais on en aura l'occasion d'en reparler parce que ça devient souvent nécessaire d'y passer, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a d'écrit là-dedans. Alors, on peut trouver dans la famille aussi des diplômes. Alors là, le diplôme, c'est juste de savoir que l'ancêtre, il est diplômé, parce que généralement, c'est pas filié. Il y a pas de, on n'a pas les parents sur un diplôme. Les faire-part, tiens, les faire-part, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà le faire-part, par exemple, de décès de ma, Non, de- voilà, c'est ce faire-part-là que j'ai trouvé au début de mes recherches. Quand j'ai commencé la généalogie, voilà, c'est le faire-part que vous voyez à l'écran ici. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce faire-part? Il est quand même assez complet. Monsieur et Madame Auguste Roussel. Donc c'est au décès d'Auguste, c'est sa femme, avec Daniel, ça c'est son fils, Madame Auguste Roussel et Daniel Roussel. Monsieur et Madame Jacques, ça ce sont mon père et ma mère, ça son frère, le deuxième frère et le troisième frère. Et puis derrière, je vois les familles Couty, Bénard, Chevalier, Girardi et Ricard. Et donc là, il est intéressant d'aller voir pourquoi il y a ces noms-là. Couty, effectivement, parce que bah, la femme d'Auguste Roussel, c'était une Claire Couty. Bénard, ce sont des cousins. Les Chevaliers sont des cousins un peu plus éloignés. Girardi aussi. Par contre, j'ai pas pu trouver de relation avec les Ricard. C'est des noms qu'on peut poser après dans les bases de données pour voir quel rapport. Donc voilà, on voit par contre, on a la date du décès, 19 janvier 1950, et il est décédé à son domicile. Voilà, donc c'est des éléments intéressants simplement sur un faire-part de décès. Ensuite, vous allez avoir, des fois dans la famille, vous pouvez trouver des cahiers. Il y a des grands-pères ou des grands-mères, ou des gens comme moi, qui ont fait des choses, qui ont rédigé des choses. Moi, j'ai retrouvé chez ma grand-mère des fiches. Ma grand-mère, elle avait beaucoup de petites fiches comme ça, parce que ma grand-mère, elle avait tendance elle n'avait pas tendance, mais disait les cartes. Elle lisait les cartes, un peu la bonne aventure dans les cartes. Aussi, elle faisait l'astrologie. Voilà. Et donc, elle avait, par exemple, que Pierre Roussel, né le 14, ça c'est mon oncle, Robert, marié le 12 février, avec Gisèle Marie-Angèle, née le 1, qui est Bélier. Deux enfants, avec les Gisèle, signes Pierre, de né le zodiaque, 4 de avril, horoscope. Bélier. Voilà. Cancer, etc. Donc, des petites fiches comme ça, sur lesquelles bah, il y a des données. Il y a des données qui peuvent permettre d'avancer, surtout de démarrer, parce que le problème, c'est de démarrer. Voilà, le genre de choses. Puis j'ai même retrouvé des fiches que moi j'avais fait, je ne sais pas trop quand. Euh, j'ai fait ça, des petites fiches comme ça. Voilà. Donc des données qui peuvent vous permettre de démarrer. Parce que ce qu'il va nous falloir, c'est va falloir démarrer. C'est-à-dire, va falloir au moins aller aux grands-parents. Pourquoi? Pour pouvoir après accéder aux archives. Mais il faut démarrer. Et c'est ça qui peut poser problème. Il y a des gens, bah, ils n'ont pas leurs parents, ou ils ont que le nom de la mère, ils n'ont pas le nom des grands-parents, il manque, et ça, c'est le plus difficile à trouver. Les cimetières peuvent être aussi une source d'informations intéressantes, puisque dans le caveau, on va des fois au moins avoir le couple, et quelquefois dans le caveau, il y avait les parents, ou des fois des oncles et tantes, tout est assez variable. Donc voilà pour ce qu'on peut retrouver, je dirais, pour démarrer dans la famille. C'est ça le thème aujourd'hui, c'est comment on va démarrer, avec quoi? Qu'est-ce qui va nous permettre de démarrer? Alors la méthode qu'on va utiliser tout le long, oui. Oui, Donc c'est la ça. Ouais. méthode qu'on va utiliser, ça va être d'aller chercher le PAAC. C'est bidon, c'est rigolo, mais c'est tout. C'est-à-dire, on va chercher le plus ancien ancêtre connu dans la famille. Hein. Je parle bien que là, pour l'instant, on part de la famille, on ne va pas chercher ailleurs. On cherche dans les documents que l'on a à la maison. Et dans ce qu'on sait, ce qu'on entend, ce qu'on a pu savoir par l'oral et par les documents familiers. Une chose à remarquer quand même, c'est les possibilités de recherche.
au niveau des possibilités de recherche, on va être relativement limité. Euh, si Voilà. vous avez des gens dans la famille qui viennent d'Afrique du Nord, par exemple, disons de l'Empire colonial français, hein, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique noire ou l'Asie du Sud-Est, il n'y a pas d'état civil avant le XXe siècle. Donc, si les gens ils sont de là-bas, vous risquez de ne pas pouvoir trouver. Moi, du côté de ma belle-fille, ça vient de l'Oranais. Il y a des Guénancia qui viennent, qui étaient à Oran, mais qui venaient du protectorat marocain. Je suppose que donc s'ils étaient espagnols au Maroc, et c'est qu'ils ont émigré d'Espagne à une période donnée. Et voilà, donc à cette époque-là, début du XXe, les mariages, etc., ça marche par des actes notariés. Des actes, pas notariés, des actes, bref, les gens vont devant notaire déclarer que le grand-père, il est décédé à peu près dans ces années-là. Voilà, ça fait un acte, mais on n'a rien. C'est juste une déclaration qui est faite. Donc, tout ce qui vient de l'empire colonial, on ne peut pas faire au-delà du XXe siècle. Il y a aussi dans certaines régions, et à Gap, je ne sais pas trop, mais en Lorraine et en Alsace, Ah, tout ça a été détruit par 14, bien sûr, par 70 même avant, 14 et puis 39 ensuite, il y a eu pas mal d'archives qui ont été détruites. Ensuite, il faut savoir que si vous faites des recherches sur Paris, eh bien sur Paris, avant 1871, problème. ah, 1871, c'est la Commune de Paris et qui a vu à peu près tous les archives de Paris détruits. Il y a juste une église, je ne sais plus laquelle, qui a été épargnée. On ne peut pas remonter chez les protestants ou les juifs. Il peut y avoir des problèmes chez les protestants, on sait qu'avec l'édit de Nantes, les révocations, etc., les protestants ont été cachés pendant un certain nombre d'années. Donc, au niveau des registres, les registres, c'était des registres clandestins. Il y en a qui sont réapparus depuis. Mais voilà, on a plein de lacunes et ça peut être bien sûr des problèmes. Il y a tout ce qui est adultère et abandon. Si vous n'avez pas de descendance noble, faut se dire que vous ne montrerez jamais avant 1600, parce que ça a commencé les actes en 1539, 1579 même pour les mariages et les sépultures. Avant, c'était que les naissances. Et bien souvent, on avait dans les naissances un tel fils de. On n'a même pas la femme. Et donc, quand c'est fils d'eux seulement, bah, ça suffit pas, parce que dans le village, souvent, il y a plusieurs familles qui portent le même nom. Si vous n'avez pas le couple, bah, vous vous retrouvez bloqué. Donc, si vous n'avez pas de descendance noble, difficile de remonter avant 1600. Et puis pour remonter vers le 15e siècle, bah, s'il n'y a pas de sang royal, ça ne sera pas possible, hein. Faut penser donc, les actes, ils ont commencé à être rédigés par les curés en 1539, Villers-Cotterêts, François Ier, et 1579 pour avoir les mariages, c'est-à-dire que pour remonter avant 1600, c'est un peu difficile. Voilà pour les possibilités de recherche. À noter, à chaque fois que vous allez commencer à noter des choses, on va aller chercher les naissances, bien sûr, les mariages et on va aller chercher les décès. À chaque fois qu'on trouve une naissance, un mariage ou un décès, il va falloir chercher les dates et les lieux. Toujours noter les dates et les lieux. Les lieux, essayez tout de suite de vous les coder correctement, c'est-à-dire aller voir sur Wikipédia pour avoir comment ça s'écrit correctement, le nom de la commune, le nom du département, le nom de la région a changé et le pays, la France ou d'autres, hein. On a vu là, dans le cours que j'avais précédemment, là, il avait des ancêtres italiens, hein, il s'appelait Chianelli, lui, alors évidemment. Euh, mais
Moi, j'ai un cousin qui a des ancêtres en Allemagne, qui a des ancêtres en Belgique, en Hollande. Donc, notez tous ces lieux d'une manière un peu rigoureuse. Ça vous servira par la suite quand vous commencerez à vouloir rentrer ça dans des logiciels et sur des sites, d'avoir quelque chose qui corresponde à la réalité. C'est-à-dire que pensez que quand on écrit le département, en général, il y a un tiret Haute-Saône, c'est Haute-Saône. Par contre, les nouveaux noms de régions, les tirets, c'est plus aussi rigoureux qu'avant. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, le centre Val-de-Loire, c'est centre-Val de Loire et après, ce sont des espaces. Bah, tout ça, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et donc, essayez sur les lieux d'être un peu rigoureux. Donc, notez la date, le lieu. Une chose que je n'ai pas écrite là, notez vos sources. D'où ça vient? Qui? Qui a dit? Ça peut être une information de telle personne. Ça peut être ça, votre source. Mais ça peut être aussi un document, un acte notarié, pour pouvoir y retourner si nécessaire, si on trouve une erreur, si par hasard, parce qu'on fait tous des erreurs, hein, on écrit tous on fait des fautes, des fois même en recopiant quelque chose, on fait une faute. Donc, on s'aperçoit, bah, tiens, comment ça se fait, je me suis trompé. Retourner à la source pour aller chercher l'information à la source, c'est quand même assez intéressant et important. Les délais. Alors, si on veut aller chercher après un petit peu plus loin, les naissances, les mariages, on ne pourra pas avoir d'informations à moins qu'il y ait 75 ans qui se soient écoulés, sauf si vous arrivez à prouver qu'il s'agit d'un ancêtre. On peut avoir une dérogation si c'est un ancêtre. Mais les naissances, mariages, minimum 75 ans. Par contre, les décès sont toujours disponibles. Et on aura l'occasion quand on va faire Internet et généalogie de voir qu'il y a une base de données maintenant disponible un peu partout sur le net, qui est le registre, la liste INSEE des décès. Et donc tous les décès sont enregistrés et sont disponibles. Mais je ne sais plus à quelle date commence cette liste. Si vous voulez faire une demande dans un, si vous voulez faire une demande dans une mairie pour avoir un document, faire toujours une demande de la copie intégrale, pas les extraits. Hein. Les extraits de naissance, il n'y a pas tout dedans. Il va vous manquer pas mal de choses si vous faites un extrait seulement. Voilà un exemple donc de copie intégrale, donc mairie de Clichy, extrait du registre le 3 juin 1948 à 15 heures devant nous, on comparit. On a vraiment la copie conforme de l'acte. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de notre exercice tout à l'heure de voir quelle est la différence justement entre l'acte lui-même et un livret de famille. Est-ce qu'il y a plus d'informations dans le livret de famille ou dans l'acte? Ça, c'est des choses que l'on pourra regarder. Donc, demande toujours la copie intégrale. Alors ensuite, il y a une chose qu'il faut faire très attention, c'est le prénom d'usage. Souvent, et souvent au 19e et début du 20e siècle, euh, les prénoms d'usage n'étaient pas les prénoms réels de la personne. Alors, il y a même des régions de France, je vois par exemple en Haute-Saône, où les gens avaient une sorte de surnom. C'était même un surnom, et tous les gens de la famille les connaissaient sous un certain nom, mais ce n'était pas le nom de l'état civil. Moi, j'ai ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère maternelle, ça a toujours été ma mère Marcel, et puis, c'est quand je suis allé la voir à l'hospice, à Vendôme, sur sa porte, il y avait écrit Blanche. Ah bah oui, bah c'est son deuxième prénom, c'est son premier prénom, elle s'appelait Blanche Marcel, je ne sais plus comment, Hubert, et tout le monde l'appelait par son deuxième prénom. C'était aussi courant d'utiliser un prénom d'usage différent parce que bien souvent, par exemple, le fils aîné, bah, Pierre Hubert, son fils aîné, c'était Pierre Hubert.
Et donc, on vous avait Pierre Hubert, fils de Pierre Hubert, fils de Pierre Hubert, fils de Pierre Hubert. Quand vous en aviez deux ou trois comme ça dans la famille, ben, on s'y retrouvait plus. Alors, quelquefois, dans les actes d'ailleurs, vous allez avoir, par exemple, Pierre l'Ancien ou le Jeune, dans les très vieux actes. Mais dans les familles, pour s'y retrouver, ben, on utilisait le deuxième prénom comme prénom d'usage. Pour ma grand-mère, par exemple, Marcel, moi j'ai eu l'explication par ma sœur qui m'a expliqué que ma grand-mère, dans sa jeunesse, avant de son mariage, a été bonne dans une famille bourgeoise de Vendôme et qu'il y avait dans la famille quelqu'un qui s'appelait Blanche, une fille qui s'appelait Blanche. Et donc, c'est la patronne qui a décidé que ma grand-mère s'appellerait pas Blanche, mais s'appellerait Marcel. Et donc, elle était jeune fille, et puis ben, ça y est resté, et tout le monde ensuite l'a appelée Marcel. Donc, dans l'Est, en Haute-Saône par exemple, c'était souvent une sorte de surnom, mais il y a dans la famille Roussel, il y a un de mes grands-pères, arrière-grand-père, qui s'appelait Célestin. OK? Et quand je suis allé en Haute-Saône, j'ai eu la chance, si je puis dire, dans mes débuts de généalogie, dans les années 2010, de me dire, et si ils viennent de Haute-Saône, parce que mon arrière-arrière-grand-père, il est venu en Vendômois, et si je suis en Touraine, c'est à cause de lui. Il est venu à Vendôme, ici, à 1 heure de route de Tours, comme carabinier, mais il venait de Haute-Saône, et toute la famille Roussel, la mienne, elle les vient de Haute-Saône. Et, et je suis allé après en cure à Luxeuil-les-Bains, là-bas en Haute-Saône, pour aller faire un peu de recherche. Et une année, je me dis, mais j'ai peut-être encore des cousins qui traînent là en Haute-Saône. Et ça serait peut-être intéressant d'essayer de voir si. Et je vois qu'il y avait un Roussel qui était né à Faille-Billot, en Haute-Marne, juste à côté. Faille-Billot, né à Faille-Billot et décédé à Faille-Billot. Je dis, mais il a peut-être laissé des petits, celui-là. Et donc, je me suis tâté pendant un petit moment, gamberger un peu, et puis j'ai pris le téléphone de l'époque. C'était encore comme ça, hein, c'était pas un portable. C'était encore en décroché. Pris mon téléphone pour téléphoner ben, dans l'annuaire les Roussel de Faille-Billot. Je téléphone, premier Roussel. Oh ben non, on a un Faille-Billot depuis 3 mois. Non, non, Célestin Roussel, ça ne me parle pas. Deuxième personne que je. Et si je vous dis Célestin Roussel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah ben oui, c'est mon grand-père. Ah! Alors là, vous savez, ça coupe le souffle. On ne sait plus trop quoi dire. Et en fait, j'ai retrouvé donc cette dame qui j'ai pris rendez-vous, une dame qui était assez âgée. J'ai pris rendez-vous. Elle m'a renvoyé sur une tante s'appelait Bourlier mais c'était une Roussel au départ. Et on a discuté. J'ai eu droit aux photos et j'ai trouvé donc toute une branche de cousins qui était en fait le frère issu du frère de mon arrière-arrière-grand-père venu comme carabinier, qui lui était resté là-bas. Et donc, toute cette branche-là, je l'ai retrouvée. Et en fait, quand je parle à eux de Célestin Roussel, ils pensent à un autre qui s'appelle pas Célestin Roussel, mais qui se faisait appeler Célestin Roussel. Et j'ai son permis de chasse où c'est écrit Célestin Roussel et ça a été barré parce que c'était pas son prénom. Et qu'on y a mis le vrai prénom à la place. Mais tout le monde le connaissait dans le village sous le nom de Célestin, alors qu'il s'appelait pas Célestin. Et tout le monde l'appelait Célestin. Alors à chaque fois que je parle de Célestin, moi, il faut que je précise, non, pas lui, l'autre. Mais voilà, prénom d'usage différent, très, très courant au 19e, 20e, pour les deux raisons que je vous dis. Parfois, les surnoms qu'on pouvait donner dans les familles et des gens qui préféraient ça faire appeler d'une manière différente. Et puis aussi le fait que pouvait y avoir plusieurs prénoms identiques dans la famille, souvent le père et le fils aîné. Savoir aussi, vous allez rencontrer ça, il faut peut-être en parler tout de suite, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, on a encore un petit peu de temps. Au niveau des prénoms,
il n'est pas rare d'avoir plusieurs fois le même prénom dans la famille, dans les enfants. On redonnait un prénom Ah oui, si l'enfant à était un mort. enfant si le précédent était décédé. Si Pierre, un premier enfant Pierre, et il décède, peut-être que le troisième ou quatrième enfant se appellera à nouveau Pierre. Tout le problème, justement, c'est de douter que si on redonne le prénom, c'est que le premier est décédé. Et donc, c'est de retrouver le décès. C'est pas toujours évident. Faut bien penser que c'est sur les décès qu'on reste le plus avec des manques. Quand on fait une généalogie, vous verrez que c'est souvent on trouve les mariages, les naissances, mais les décès, souvent, c'est un peu lacunaire dans les généalogies. Voilà le genre de choses qu'on pouvait dire à propos des prénoms. Pour pouvoir démarrer, va falloir donc aller chercher au moins jusqu'aux grands-parents pour avoir les fameux 75 ans. Vous voyez ce que je veux dire? À Mm. partir de 75 ans, après, vous avez accès aux bases de données, vous avez accès un peu à beaucoup de choses, surtout maintenant avec Internet. Est-ce que dans le groupe, là, il y en a qui sont fâchés avec Internet et... Attends, excuse-moi, Jean-Jacques, quand tu dis 75 ans, c'est à la mort de la personne, Non, sa naissance? c'est... Oui, 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 bien sûr. Non, à la mort de la personne, c'est toujours disponible. Ah oui, c'est ce que C'est tu as dit. 75 ans Donc, c'est avant. 75 ans à sa naissance. Il faut qu'il Les ait 75 naissances, ans à sa quelqu'un qui est né naissance. à 75 ans après, après le mariage ou après la naissance. Par D'accord. exemple, si vous voulez chercher quelqu'un qui est né en 1960, vous ne pourrez pas l'avoir. D'accord, oui, ça d'accord. Ok. Donc, c'est 75 ans. Voilà. Sauf si vous pouvez prouver que c'est Oui. ancêtre. Alors maintenant, c'est beaucoup sur Internet, hein, donc c'est pour ça que je posais la question s'il y en avait qui étaient fâchés avec Internet. Dans le précédent cours en présentiel, il y avait une dame d'un certain âge qui, pour elle, Internet, non, c'est niet, c'est impossible et elle ne veut pas en entendre parler. Ça Parce que dépend quoi, maintenant, c'est ouais. vrai qu'on trouve énormément de choses. On aura l'occasion d'en parler dans un atelier où on fera Internet et généalogie. On parlera de tout ce qu'on peut aller trouver, chercher, tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y en a beaucoup. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Euh, on fait d'ailleurs les demandes d'extrait de naissance, hein, quand on fait une demande de copie d'extrait de naissance ou de mariage, pas d'extrait, mais de copie intégrale de naissance ou de mariage, c'est de plus en plus, c'est même quasiment tout le temps maintenant sur Internet qu'on le fait. Attention que c'est gratuit, ce genre de demande. Faire attention parce que sur Internet, vous allez trouver des sites où on va vous demander 10 euros ou 20 euros après. Ça, ce sont des sites commerciaux qui vous aident, c'est pas illégal, de vous aider pour faire la demande. Mais normalement, vous avez des sites et logiquement, c'est gratuit. D'accord. Faut faire attention à ça, hein. Euh, Il y en a qui payent je me 10 demandais- euros parce qu'on leur demande de payer 10 euros à la fin. Ils remplissent le formulaire sur Internet, puis à la fin, on leur demande 10 euros. Bah oui, c'est un site commercial qui vous aide à faire la demande, mais voilà. Ouais, surtout qu'ils sont toujours Oui, placés en tête de liste, ces Ben sites oui, ouais. commerciaux. Et oui, c'est ça, c'est les plus oui, connus sur comme Google, Heritage. c'est les Ouais, sites commerciaux qui vont arriver les premiers. ouais, Heritage, Donc ouais. attention, normalement, vous n'avez pas à payer. Vous trouverez le même Oui, formulaire sur un truc d'État ou sur le truc de la ville qui est concerné ou je ne sais quoi, mais attention, on n'est pas obligé. Alors, normalement, les mairies, elles sont obligées de vous répondre, sauf que de temps en temps, vous allez avoir des mairies ou des secrétaires de mairie qui vont dire j'ai pas que ça à faire et qui va vous envoyer paître. Normalement, c'est pas légal, mais quand ça arrive, il n'y a pas grand-chose à faire. Si aucun document, bah, faut quand même essayer on est de se embêté. renseigner, parce que sinon, on ne peut pas démarrer, hein. Si on ne connaît pas les grands-parents, ça va être difficile, hein. Peut-être sur les parents, essayer d'obtenir le livret de famille déjà, pour pouvoir aller au moins aux grands-parents. D'accord? On peut Donc voilà, demander, Pardon? on peut demander un duplicata du livret de famille. Non, pas à ma connaissance. On peut demander un duplicata, donc une Oui, copie d'un acte, conforme oui, de naissance, de mariage, mais pas mais le livret de alors, famille.
On verra, on en reparlera, mais on peut déjà tout de suite dire que sur un acte de naissance, à partir de je ne sais plus quelle date, on le verra, il y a ce qu'on appelle les mentions marginales. C'est-à-dire que c'est l'acte de naissance qui est le plus intéressant, parce que sur l'acte de naissance, vous allez avoir de noter dans la marge, mention Les marginale, on va divorces, les avoir à décès. noter le mariage et les divorces et Le les décès. décès. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on tombe sur un acte de mariage comme ça, déjà, on a toutes les infos. Donc voilà pour la méthode. On va tout de suite aborder notre petit exercice pour la semaine prochaine. Ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, c'est, je vais vous envoyer par email un document qui est le mariage d'André Moreau et Émilie Lobigeau. Ça, ce sont les parents d'une cousine. Et je vais vous envoyer donc la copie du livret de famille qui est là, que j'affiche ici en ce moment. Donc voilà, l'époux André Moreau et Odile Solange Moreau. Euh, non, ça c'est les enfants. C'est André Moreau et Émilie Lobigeau. Voilà, donc ils sont, qui est décédée d'ailleurs, Émilie, en 1986 à Saint-Avertin, près de Tours. Et donc voilà donc le livret de famille. Et on verra, je vais vous demander de comparer ça avec l'acte de mariage que l'on trouve ici sur Internet. Ils se sont mariés ici, on le voit, à Abilly, en Indre-et-Loire. Hein, c'est la commune qui apparaît en premier sur les archives d'Indre-et-Loire, puisqu'Abilly, ça commence par un A. Et donc, c'est donc le mariage d'André Moreau et d'Émilie Lobigeau. Et donc, vous voyez, il y a un certain nombre de renseignements. Et donc, je vais vous demander de comparer les renseignements donc, de cet acte de mariage avec les renseignements que l'on trouvait dans le livret de famille. D'accord? Oui. Mais on aura Voilà. tout ça, les renseignements. Donc, je Vous vous dites, l'enverrai d'accord. par courrier électronique. Euh, on peut aller chercher, pour ceux qui ont un peu, on verra plus tard comment on fait, mais aller chercher sur les archives départementales d'Indre-et-Loire, donc le mariage. Qu'est-ce qu'on a de plus sur l'un ou sur l'autre? Euh, Ce mariage, il a eu lieu donc à Abilly le 28 avril 1923. 28 avril 1923, voilà, on trouve l'acte ici Abilly, ça sur s'écrit les comment? archives. Donc moi, je vais vous envoyer par email à la Ah ben, fois donc le livret, la copie du livret de famille, la copie de l'acte de mariage, et puis je vais vous en donner je vais vous donner une grille que j'utilise personnellement. C'est un petit tableau qu'on peut remplir et que vous pourrez remplir. C'est un fichier Word, hein, donc ça marche sous Word ou sous LibreOffice. Hein, un tableau que vous pouvez remplir, vous pouvez mettre des couleurs pour le livret de famille et puis une autre couleur pour l'acte de mariage pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'un que dans l'autre. Donc, je vais vous envoyer la grille, l'acte de mariage et le livret de famille par email. Et puis ben, une petite bibliographie. Euh, c'est déjà assez ancien comme biblio, 2007, 2020, 2016. Euh, il y a deux personnes qui écrivent beaucoup, qui publient beaucoup. C'est Bocarno, qui est d'ailleurs qui fait la revue qui s'appelle Revue française de généalogie et qui publie aussi des bouquins. Bocarno, voilà, c'est une valeur sûre en généalogie. Et puis l'autre qui est beaucoup plus jeune et qui publie énormément aussi, c'est Marie-Odile Merniac. Marie-Odile Merniac, qui est très, très intéressante. Et les bouquins qu'elle fait, qu'elle réalise sont très didactiques, assez bien complets. Moi, je suis celui-là, mais il est déjà ancien, 2020, elle en a sorti un encore plus récent. Pour les cartes postales et les photos dont on a parlé, il y a un livre qui a été publié en 2016 qui permet justement
par rapport à une photo, par rapport à la qualité, la manière dont se présente la photo, la manière dont les couleurs des supports, papier, les cartonnés, etc., d'arriver à dater approximativement une photo, ça peut être intéressant pour ceux qui le souhaitent. Puis bien sûr, il y a Internet. Voilà. Jean-Louis Bocarno, il publie apparemment chez Erol ici. D'accord. Donc Ok. voilà, je vous fournis donc le livret de famille, l'acte de mariage au passage, si vous voulez le noter, donc c'est dans le registre d'Abbaye en 1923 et c'est à la page 5 que vous trouverez ça. Voilà, on arrive à 21, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Excuse-moi, dans la généalogie, on arrive à retrouver l'origine du nom de famille ou pas? Alors, l'origine, non. Ah, d'accord. L'origine, il y a des gens, justement, comme Marie-Odile Magnac, elle en parle, hein, de l'origine des noms. Euh, Roussel, par exemple, quand on cherche un petit peu à ce sujet-là, en général, c'est lié à roux, La quelqu'un qui était couleur, roux, oui, Oui, roux, ouais. quelqu'un qui Oui. était roux, le Oui. roux, bah, tous ces noms-là, c'est lié. Le Rouxel aussi aux États-Unis, c'est lié. Beaucoup de Roussel viennent du nord de la France, Pas-de-Calais, limite de Belgique. Moi, ils viennent de Haute-Saône. Et Et puis envoyez-moi donc, ça, s'il on se vous plaît. retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, Volontiers. à la même heure. oui. Oui, yes. Avec plaisir. Et Très là, on bien. commencera à aborder un petit peu un sujet un peu plus intéressant, j'allais dire intéressant, non, qui est Approfondi. les numérotations, les fiches, etc. Ah, Voir comment organiser un petit peu tout ça et comment on va numéroter un petit peu tous ces ancêtres pour s'y retrouver. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine?